Des débris, on le disait, ont donc été retrouvés, localisés en Méditerranée. Confirmation de l'Égypte. On attend dans les prochaines minutes l'ambassadeur de France qui doit s'exprimer depuis Le Caire, qui nous apportera peut-être des informations supplémentaires. Avec nous, Gérard Felzer, notre consultant transport. Gérard, ces débris, est-ce qu'ils nous apportent déjà quelques éléments sur les hypothèses à privilégier? On le sait, l'Égypte, pour l'instant, parle toujours de l'hypothèse terroriste comme la plus probable. Oui, ils ont probablement raison, mais on ne peut pas écarter complètement la cause technique. On l'a vu, un TWA il y a quelques années, un Airbus A300 qui avait perdu sa dérive, l'avion est parti à peu près dans les mêmes conditions, sauf que là, il y a le mystère du message de détresse qui n'a pas été envoyé. Sur ce, si un avion part en dérive, la première priorité du pilote, c'est quand même d'essayer de récupérer l'avion. Il n'a peut-être pas le temps d'envoyer des messages. Mais enfin, ça n'explique pas tout. Aujourd'hui, ces éléments qu'on ramasse, qui flottent, peuvent donner quelques indications. Effectivement, peut-être une détonation. On peut retrouver peut-être de l'explosif sur certains sièges. Ça peut donner une piste et accréditer l'idée d'une bombe à bord. La déformation des matériaux qu'on peut retrouver peut donner la vitesse d'impact et savoir si l'avion est parti en survitesse et s'il a impacté la mer à 600, 700 ou 1000 km/h. Ça peut donner une indication, mais tout ça ne va pas expliquer la cause première de l'accident, ça veut dire l'incident technique et évidemment l'attentat. Alors on attend évidemment que les débris parlent, d'en retrouver plus. Dominique, l'enquête elle se mène aussi du côté de Roissy où on interroge tous les gens qui ont approché de près ou de loin cet avion. Oui, c'est allé assez vite. Déjà hier, les gendarmes avaient saisi toutes les vidéosurveillances intéressantes de l'aéroport. Évidemment pas tout l'aéroport, je crois qu'il y a 5 ou 7 000 caméras dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. En tout cas, celle de l'embarquement, celle de la salle d'embarquement de ce vol. On a épluché les vidéos, on a regardé les comportements des passagers, on a regardé le type de bagages, de sac cabine qu'ils ou elles emportaient avec eux ou avec elles. Donc on a fait tout le tour du personnel qui a pu approcher l'avion. D'abord ces passagers dont je vous parlais, mais les personnels techniques, ceux qui sont au sol, ceux qui refuelent l'avion, ceux qui avitaillent l'avion en nourriture, en alimentation pour les passagers, les gens qui font le ménage évidemment. Donc tout ça a été passé au crible. Est-ce que ces gens-là ont eu des gestes suspects? Est-ce que voilà, on a vérifié un travail classique d'enquête de police. Et puis il y a aussi donc, c'est important de le rappeler, des milliers de personnes qui ont accès à la zone réservée de Roissy-Charles de Gaulle. Les chiffres font état de 86 000 autorisations d'accès à la zone dite réservée. Et les gens qui travaillent de près ou de loin, voilà, en lien avec ça peut être des gens qui tiennent une boutique, qui viennent, qui travaillent dans un café, on en parlait tout à l'heure en antenne, des gens qui ont accès parfois et pas chaque jour donc à cette fameuse zone réservée. Eh bien entre janvier 2015, les premiers attentats parisiens, et avril 2016, un peu plus d'un an, plus de 600 badges d'accès ont été retirés à des personnes pour des raisons qui tiennent au fait qu'elles ne présentaient peut-être pas, on n'avait pas assez vérifié ou contrôlé les garanties nécessaires de sécurité, peut-être des casiers ou des petites choses dans leur passé. Des petites choses, mais aussi des choses plus importantes et qui posent problème. Il y a eu 84 soupçons de radicalisation, donc parmi ces cartes retirées, 84 personnes qu'on soupçonnait de se radicaliser. Et selon l'AFP, une dépêche de l'AFP tout à l'heure, il resterait 400 cas inquiétants de radicalisation sur la plateforme de Roissy, selon une source anonyme citée par l'AFP. Sébastien Caron, vous êtes spécialiste en sûreté aéroportuaire. Quand on entend les chiffres que nous donne Dominique, il y a de quoi être inquiet, de se dire il y a encore 400 personnes soupçonnées de radicalisation qui travaillent dans les aéroports, les avions qu'on prend tous les jours. Il faut simplement relativiser un peu en assistant badge pas forcément retiré, non attribué aussi et non renouvelé. Donc on est dans une situation où on vous donne un global, et dans ce global, vous allez avoir des badges qui vont être retirés au personnel, vous avez des badges qui ne vont pas être attribués à des gens qui vont faire une demande de badge, et des badges qui ne vont pas être renouvelés. Bien entendu que c'est les enquêtes de moralité qui permettent d'obtenir ces badges, qui permettent d'obtenir l'habilitation préfectorale pour
pouvoir accéder dans les zones réservées est une enquête théoriquement et une habilitation surtout qui est délivrée pour un délai de 3 ans. Oui, est-ce que juste Donc, pour ça être laisse question un d'obtenir délai- pas un badge en disant juste je veux travailler dans l'aéroport. Non, mais moi qui forme beaucoup d'agents de sûreté, notamment les agents de sûreté, on est préservés de ce type d'incident. Pourquoi? Parce qu'avant même de pouvoir rentrer en formation, ces gens-là ont déjà une enquête de moralité. Ils n'ont pas le droit de subir la formation avant même d'avoir subi cette enquête de moralité. Donc on est relativement tranquille dans le domaine des agents de sûreté, mais dans l'ensemble des personnels aéroportuaires, vous avez des manutentionnaires, vous avez tous les corps de métier, des gens qui travaillent dans le catering, des gens qui travaillent dans les boutiques, on en a parlé. Dans tous ces gens-là, ce sont des gens qui postulent dans des entreprises et bien entendu, ils font tous une demande de badge. Donc dans ces 600 badges qu'on évoque aujourd'hui, il y a aussi tous ceux qui ont fait une demande de badge initiale et qui se sont vus refuser l'accès à l'aéroport parce que moralité qui n'était pas intègre, mais moralité pas intègre ne veut pas dire que ce sont des terroristes. Forcément. Ça veut dire j'ai pas payé mes amendes de Oui, stationnement, voilà. je cumule, j'ai pas payé mes impôts, on je parle paye de pas ma pension 85 pour alimentaire, je paye pas tout ça. radicalisation. Bien entendu Ouais. que Mais- dedans on n'obtient pas son habilitation. 85 pour radicalisation, En le effet. reste pour un passé qui pose problème mais qui est effectivement pas forcément un passé Cela terroriste. pose problème, en effet. Et 400 cas inquiétants de radicalisation sur la plateforme de Roissy. On sait que dans beaucoup de milieux, les systèmes de radicalisation sont assez rapides. Donc en effet, les délais qu'on a, et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les enquêtes ont été renouvelées, c'est qu'on s'est aperçu que vu l'état de la menace en France et l'évolution de la Il fallait menace aller ces plus derniers vite, mois, depuis le mois de novembre, il fallait d'un seul coup accélérer et renouveler l'ensemble des enquêtes sur l'ensemble des personnes et notamment faire le lien entre des casiers judiciaires qui étaient surveillés aujourd'hui, des fichiers de police et puis aussi des fichiers du renseignement sur les fiches classées S et ainsi de suite. Gérard, vous les connaissez bien ces zones, vous les fréquentez et en fait, il y a des failles et ce genre d'incident, ben là je vais être positif parce que ça donne lieu à des améliorations bien sûr. Et les portiques, le personnel, le badgier, bon il a son badge d'accord, il passe le portique, mais il n'y a pas l'identification, on peut facilement entre nous échanger de badge, c'est pas si facile mais c'est pas impossible d'une part. Et d'autre part, Aujourd'hui, je me permets juste de vous couper, aujourd'hui si vous prenez des plateformes telles que Roissy ou Orly, vous avez la biométrie qui est liée au badge. C'est-à-dire que pour échanger le badge de quelqu'un, d'ailleurs on en fait des tests régulièrement dans les aéroports pour vérifier si c'est possible ou pas. la biométrie Après n'est pas avoir fait affectée. passer le badge, on passe le toit aussi systématiquement sur Roissy, que ce soit pour le personnel bien entendu, ou au niveau des postes passagers, où le personnel peut passer aussi, la biométrie est appliquée à 100% pour les personnels aéroportuaires. Pour Orly aussi, puis dans certains filtres à Roissy, ils passent dans le même filtre que les passagers Ouais. et qui n'ont pas de biométrie. Vous avez de la biométrie, vous avez un Pas écran pour qui est les tourné vers les agents, pas pour les passagers, on est d'accord. Ah. Passager, c'est la carte d'embarquement qui Oui, fait vous avez foi. raison. Je voudrais qu'on dise un mot, parce qu'on parle de la sécurité dans les aéroports, un mot de la sécurité dans les avions. Comment sont fouillés les avions avant qu'ils ne décollent? Quelle est la sécurité autour d'un avion quand il est sur le tarmac? Les avions sont fouillés selon plusieurs préconisations en fonction de la sensibilité des vols. Sur des avions où on estime que la sensibilité n'est pas très élevée, ça sera fait par l'équipage lui-même, donc par les personnels navigants commerciaux. Quand ils vont faire la vérification de l'armement de l'avion, notamment des jets de sauvetage ou autres, il va y avoir une vérification relativement sommaire des racks à bagages sous les sièges, des pochettes devant les sièges et ainsi de suite. La consigne, pardonnez-moi, la consigne, c'est justement le personnel navigant commercial de bien vérifier que tous les racks à bagages sont vides et tous les sièges sont également vides avant qu'on rembarque les autres passagers. Tout à fait. Au niveau des vols plus sensibles, on va retrouver des agents de sûreté qui vont s'occuper de ces fouilles-là, qui vont pas s'occuper uniquement de la fouille d'avion, qui vont surveiller le personnel de ménage avant de rentrer dans l'avion, les vérifier au sol, vérifier qu'ils ont le droit de monter dans l'avion, vérifier les équipements techniques pour faire le nettoyage dans l'avion. Ils vont surveiller théoriquement, parce que quand vous positionnez un agent entrée d'avion, milieu et fin d'avion, c'est une surveillance qui est relativement sommaire. Mais on va surveiller le ménage de l'avion, on va surveiller le chargement du catering, bien entendu, et quand toutes les prestations ont été faites à bord de l'avion, avant le chargement des passagers, il y a une dernière vérification qui est faite par les agents de sûreté. Il faut savoir par contre que depuis quelques années, on a créé aussi un nouveau poste, c'est-à-dire des agents de ménage, agents de sûreté. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'un agent de ménage va faire le ménage en passant dans certaines zones et on lui a attribué la casquette aussi agent de sûreté où en même temps il fait ses mesures de sûreté. Ces gens-là sont formés pour ça. Voilà. Dominique, il y a aussi évidemment
les passagers qu'il faut contrôler. Il y a le fameux débat sur le PNR qui a duré pendant des mois, qui va entrer, qui est adopté, qui va entrer en action, pas tout de suite, le temps que ça se mette en place. C'est une nécessité absolue. Oui, c'est une nécessité absolue. Il faut absolument qu'un passager qui arrive dans un aéroport, on connaisse son histoire, on sache, on peut pas juste avec, vous le disiez tout à l'heure, avec une carte d'embarquement, on entre, on passe les SAS. C'est sans doute pas suffisant. Si vous prenez un vol de la compagnie El Al, vous allez voir un vol El Al, un embarquement d'El Al, les passagers arrivent, vous avez des gens qui leur posent des questions. Est-ce que vous êtes déjà allé en Israël? Est-ce que je parle d'un vol El Al qui va en Israël? Est-ce que vous y êtes déjà allé? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qui a l'adresse, chez qui allez-vous? Ouvrez vos sacs, c'est autre chose qu'un contrôle classique, je dirais même pour un vol menacé, hein, sur une compagnie comme Air France ou toutes les compagnies d'ailleurs, Air France ou d'autres. Hein. Mais les vols El Al, c'est un contrôle jusque sous les ongles. Et des agents à bord. Et des agents à bord, oui. Donc il doit y avoir un personnel particulier. C'est vrai que ça doit coûter cher. La compagnie a décidé de se protéger. Voilà, les mesures de sécurité, quand on veut les appliquer, on peut les appliquer. Pour revenir à l'enquête, on va rappeler les points essentiels. Ces débris qui ont été retrouvés, localisés en mer Méditerranée, des valises, des sièges, des fragments humains. Comment va se dérouler l'enquête? Il y a 3 enquêteurs du BEA, Dominique, qui sont arrivés sur place. Ils vont faire quoi? Et est-ce qu'ils vont réussir à travailler en bonne entente, j'ai envie de dire, avec l'Égypte et avec la Grèce? Est-ce que l'Égypte va collaborer? Ça n'a pas toujours été le cas. Il semble que maintenant, ça aille un peu mieux. Moi, je trouve que pour l'instant, il y a un énorme changement par rapport aux fois précédentes, c'est que c'est un zéro faute du point de vue gestion de crise. Ouais. Alors, ils vont peut-être un peu vite, parce que ils étaient tout fiers d'annoncer Hier, il y a des débris et les Grecs disaient hier soir. Mais il n'empêche que quand je regarde l'attention qui est prêtée aux familles des passagers au Caire, aux annonces qui sont bien calibrées, avec toute la prudence nécessaire, pour une fois, on peut inverser nos jugements par rapport à ça. Il y a une collaboration franco-égyptienne qui n'a jamais été aussi bonne. Mais elle s'est mise en place déjà au niveau du terrorisme, de la lutte antiterroriste. Les Égyptiens ont accepté de collaborer avec la France. Il y a des échanges réguliers, des informations qui circulent avec la France. Donc tout ça, c'est bon pour l'ensemble de la coopération entre les services de police. Donc là, on est dans le cas d'un accident ou autre. En tout cas, il faut travailler ensemble, donc ça se passe plutôt bien. Les enquêteurs du BEA, eux, sont sur l'aspect technique. Les gendarmes de la GTA vont être sur l'aspect humain aussi. C'est-à-dire que la priorité, on le disait, mais il faut le répéter, c'est de rendre aux familles les corps des victimes, de les identifier. Ça sera le travail